Les dernières semaines ont été très chargées niveau bourse et économie, et c'est pour ça que je voulais vous partager des éléments clés que j'ai notés pour vous permettre d'y voir plus clair. On va parler des banques centrales, de leur action et de leur inaction. Je vais me concentrer évidemment sur la Banque du Japon et sur la Fed. Ensuite, une petite mise à jour sur la crise du crédit privé qui continue à évoluer tranquillement. Ensuite, des indicateurs vraiment importants à savoir pour la bourse, notamment un signal en fait qui a été une force haussière depuis 2008 et qui est sur le point de s'inverser. Et ensuite, pour ceux qui attendaient avec impatience ma vidéo où j'allais donner le signal inverse, donc le signal acheteur sur l'or et l'argent, eh ben, vous aurez ça si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, comme attendu, la Banque d'Angleterre n'a pas monté ses taux, la Banque du Canada non plus, même si elle mentionnait que sans la guerre en Iran, elle aurait probablement coupé ses taux. De l'autre côté, complètement, la Banque centrale européenne, elle monte ses taux. C'est quand même étonnant, ça semble vraiment ressembler à l'erreur qui a été faite en 2008, juste avant Lehman Brothers. On verra bien ce que le futur nous dira. Et pour la Banque du Japon, alors, comme vous avez probablement vu dans les nouvelles, le taux est monté de 0,75 à 1%, à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 1995. Donc c'est quand même assez important. Et ce qui est vraiment étonnant avec cette hausse de taux, bon, le marché s'y attendait, donc il n'y a pas eu de choc comme en août 2024, mais c'est que le yen est déjà à un niveau critique par rapport au dollar US, le niveau de 160 pour ceux qui suivent, et que cette hausse de taux, en fait, n'a pas vraiment aidé quoi que ce soit, et même le yen est passé un petit peu au-dessus du niveau des 160, après, en fait, la Réserve fédérale américaine qui a été plus une surprise un petit peu pour les marchés en termes d'être beaucoup plus, comme on dit, hawkish, donc ça veut dire restrictif. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que le Japon, en théorie, pourrait réattirer quand même des liquidités et des capitaux qui reviendraient à la maison, donc au Japon, qui ont été envoyés un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, sur tout ce qui est les obligations de court terme, les choses comme ça, mais aussi la bourse, hein, tout ce qui est en technologie aussi, est pourrait être très affecté. Donc voilà, quelque chose qu'on va suivre. Maintenant, quand on parle de la Fed, en fait, avant, je voulais juste faire un petit détour par l'économie américaine pour vous parler du marché de l'emploi, parce que indirectement, la Fed, évidemment, a discuté de ça, l'a mis dans ses éléments clés de décision. Et donc, si on revient un petit peu sur le marché américain, bon, alors le marché de l'emploi, il y a eu vraiment des, des bons chiffres et des mauvais chiffres si on regarde juste au niveau voilà, de la surface. Comme vous le savez, moi, je regarde plus dans les détails, je vais chercher vraiment les choses qui montrent qu'en fait, ben, ça va pas si bien que ça et que donc en général, voilà, j'ai trouvé que ce tableau résumait bien un petit peu les bonnes nouvelles. C'est que quand il y a une bonne nouvelle, en général, c'est quelque chose qui a pas l'air d'être d'être raisonnable. Enfin, alors là, c'est pour vous montrer ça, c'est les attentes qu'on avait par rapport à la création d'emplois, donc le nombre de postes qui sont affichés. Vous voyez la distribution normale, on s'attendait à quelque chose aussi à peu près dans le milieu, et on a eu quelque chose, un résultat qui est arrivé à 9 écarts types au-dessus de ça, donc statistiquement extrêmement improbable. Et bon, on sait très bien depuis des années que ça ne reflète pas du tout le vrai marché, hein. Il y a plein de gens qui affichent des emplois qui n'existent pas pour toutes sortes de raisons. Mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu pour vous montrer que on a beaucoup de choses qui nous montrent que ah, il y a de la croissance ou je sais pas quoi, mais quand on va regarder dans les détails, ça marche pas si bien. Un exemple que je peux vous donner, notamment les chiffres qui ont été donnés pour mai, c'était une croissance plus qu'attendue. Si on va dans les détails, on voit qu'une grosse partie de cette croissance, en fait, elle vient de choses très temporaires qui sont liées potentiellement à l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On a la même chose au Canada aussi, où il y a eu une croissance qui est très sûrement reliée à ça, et donc qui est très temporaire et qui ne représente pas une force de l'économie, mais bon, plus quelque chose qui s'explique facilement. Et voici quelques autres éléments pour vous aider à mieux comprendre. Donc le rapport ADP, qui est donc pour les emplois privés, lui, il nous a donné une augmentation qui est passée de 105 000 à 122 000, qui était assez généralisée aussi, ce qui était intéressant, potentiellement justement une bonne nouvelle. Et ce que je trouvais encore plus intéressant ou surprenant, c'était qu'en fait les deux seuls secteurs qui étaient négatifs, c'était des secteurs qui étaient reliés à la tech et l'intelligence artificielle. Donc on parle de tout ce qui est extraction de ressources naturelles et de mines, etc. Tous les métaux qu'on a besoin pour tout ce grand projet, hein, le cuivre, l'argent, etc. Et ce qui était en technologie aussi. Alors, c'est étonnant qu'on nous dise l'économie boom grâce à l'intelligence artificielle et que, bon, c'est juste un mois, mais que ce mois-ci nous donne un rapport qui dit qu'en fait c'est l'inverse. Quelque chose qui va dans le sens par contre contraire, c'est le rapport de S&P Global pour tout ce qui est relié à l'emploi. Et donc, lui, il nous montrait vraiment qu'en fait, on était un plus bas depuis 6 ans. Le rapport Challenger aussi, qui parle des coupures d'emploi ou des plans pour engager, nous montre que les coupures ont encore augmenté. Donc, c'est pas le genre de choses qu'on voit dans une économie qui grandit. Et qu'en fait, c'était le pire mois de coupure pour le mois de mai depuis 2020. Quand on voit qu'on est à des niveaux similaires, c'est pas encourageant du tout.
Et donc, si on revient maintenant à la réserve américaine fédérale, alors une des choses que je voulais vous montrer pour commencer, c'est à quel point justement le fameux statement, le document officiel dans lequel ils disent déjà avant la conférence de presse au marché qu'est-ce qui va être la décision. Alors vous voyez à droite ici c'est le dernier qui est tout petit et à gauche ici c'est celui qui est beaucoup plus grand. Alors c'est la première chose qui a choqué les marchés, c'est qu'ils étaient habitués à avoir un peu plus de contexte, un peu plus d'éléments, un peu plus de ce qu'en anglais on appelle forward guidance, donc de donner des éléments clés sur où est-ce qu'on s'en va, et alors qu'à droite c'était très voilà c'est ça qui est ça et pas plus d'informations. Alors c'était un petit peu étonnant. J'ai noté plusieurs autres éléments en regardant la conférence de presse. Premièrement, bon, malheureusement, Kevin Warsh s'exprime vraiment comme un politicien. Des fois, c'est difficile à suivre, hein, avec des tours de phrases qui peuvent être interprétés dans un sens ou dans un autre. Et une des choses qui m'a particulièrement choqué, c'est à quel point il a vraiment répété plusieurs fois, avec une certitude complète, que l'inflation va être vaincue. Voilà, point final. Pas d'explication, pas de pourquoi cette fois-ci, pas de... Il a parlé plusieurs fois du fait que la Fed n'a pas réussi son mandat dans les 5 dernières années. En fait, si on regarde, ça fait bien plus longtemps qu'ils ne réussissent pas leur mandat. Avant, ils n'arrivaient pas à monter à la cible. Maintenant, ils n'arrivent plus à y retourner. Mais bref, il y avait quelque chose dans le fait qu'il était aussi certain qu'ils allaient y arriver. Euh, je me dis, il y a peut-être anguille sous roche par rapport à la manière d'y arriver. Et on va en reparler avec justement le prochain élément qui a été mentionné, c'est 5 task force ou groupes de travail qui vont être créés et qui ont été utilisés un peu comme une excuse pour ne pas répondre à des questions aussi. Alors là-dedans, il y a des bonnes idées et il y en a des moins bonnes. Tout dépend en fait de l'exécution, hein. Le diable est toujours dans les détails. Donc on verra bien ce qui va se passer. Entre autres, il y aura une task force qui sera basée sur la communication. Alors on se dit, qu'est-ce qu'ils veulent potentiellement changer? Parce que Kevin Warsh, il dit vraiment que lui, il veut couper au maximum la communication, même s'il dit qu'il est très ouvert à ce que le comité va dire, mais en ayant eu l'information de personnes qui ont travaillé directement à la Fed, ce genre de comité, en général, c'est plus utilisé pour une justification de ce qu'on voulait faire déjà. Alors on verra bien ce qui va se passer, mais en gros, il a dit que potentiellement tous les éléments de communication de la Fed, incluant, donc à part évidemment le statement que je vous ai montré, mais la conférence de presse pourrait sauter, les rapports qui donnent, comme celui qu'ils ont donné cette fois-ci avec les petits points et les prévisions et tout ça, ça pourrait sauter, les entrevues, les entretiens, etc., qui font à la télé ou dans les journaux, ça pourrait sauter. En gros, lui, il est pour faire sauter le maximum de choses et donner très peu de communication et devenir quasiment pas transparent, donc faire l'inverse de la direction, de la tendance des dernières années. Alors, c'est quand même inquiétant un petit peu parce qu'on se dit, il nous dit qu'on est dans une période où c'est plus difficile de communiquer où est-ce qu'on s'en va, mais ça change pas le fait que c'est important de nous dire comment ils voient les choses, comment ils voient l'évolution des choses, est-ce qu'ils sont prêts à réagir s'il y a quelque chose, etc. Enfin, c'est quand même étonnant de voir qu'ils veulent à ce point-là changer les choses. Une autre chose que j'ai particulièrement remarqué, c'était la mention en fait du comité qui va regarder les sources de données. Alors, les sources de données, bah, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, moi je trouve quasiment que c'est mieux de ne pas avoir de données que d'avoir des mauvaises données, parce que les mauvaises données ont été utilisées depuis des années par la Fed et par d'autres politiciens pour justifier toutes sortes de mauvaises actions et de manipulation de marché, etc. Et donc, le fait que Kevin Warsh a dit qu'il y avait des sources de données qui étaient vraiment pas fiables et que je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus, hein, particulièrement sur le marché de l'emploi, sur l'inflation, etc. Et que donc il voudrait potentiellement aller voir qu'est-ce qui se fait dans le marché privé pour pouvoir avoir des meilleures données, des données plus en temps réel pour arrêter d'avoir des données qui doivent être révisées et complètement à l'inverse de ce qui a été donné au départ, etc. Donc ça, c'est une bonne idée. Là où ça devient problématique, c'est quand on revient à cette histoire de il est sûr à 100% qu'il va atteindre sa cible. Et donc, si on change les données qu'on utilise ou qu'on collecte ou de la manière qu'on le fait, etc., on peut potentiellement avoir des chiffres qui correspondent plus à une manière de déclarer victoire, surtout si un des autres comités qui va s'attaquer à l'inflation pourrait potentiellement décider qu'au lieu que ce soit une cible fixe comme le 2% en ce moment, ce soit par exemple un range, comme par exemple le Canada, qui le vise entre 1 et 3% au lieu de viser exactement 2%. Et donc, s'il prend un indicateur, il y en a en ce moment qui sont justement plus autour de 2,5 que plus de 3%, et qui met le range, potentiellement, il pourrait déclarer victoire le mois prochain et complètement changer, de passer de quelqu'un qui a l'air d'être prêt à monter les taux à quelqu'un qui pourrait dire on a tout ce qu'il faut pour couper les taux. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, et donc quand on voit tous ces changements et le fait qu'ils veulent couper la communication, bah, c'est pour ça que les marchés ont mal réagi, parce que les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude. Et donc, quand on ajoute beaucoup d'incertitudes, une réserve fédérale qui veut potentiellement monter les taux et qui veut potentiellement changer toutes les règles du jeu, etc., ça fait beaucoup à digérer pour les marchés.
Alors on passe maintenant à la crise du crédit privé. Donc, comme je vous avais mentionné plusieurs fois, j'ai même fait des vidéos dédiées sur ce sujet. Vous voyez, on avance progressivement entre l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Évidemment, l'étape 3, c'est le gros problème, hein, c'est là où tout peut un peu s'effondrer en même temps, c'est l'effet domino, c'est etc. Et un des éléments principaux que je voulais communiquer par rapport à ça, c'est que je ne dis pas que la crise du crédit privé, à elle seule, va créer des problèmes majeurs. C'est plus le fait que c'est le genre d'élément qui, couplé à d'autres, peut créer une tempête parfaite. Et donc c'est pour ça que c'est important de le surveiller, surtout parce qu'il y a énormément de choses dans le crédit privé et tout ce qui est relié à ça, qui touche à la tech, qui touche à l'intelligence artificielle. Et donc on voit à quel point un petit peu l'intelligence artificielle, en théorie, tire l'économie, tire la bourse. Et donc si un des éléments fait l'effet domino et tout s'effondre, voilà, c'est pour ça qu'il faut le suivre. Donc ça a évolué quand même relativement rapidement. Quand on a commencé, à voir les premiers signes, en automne, l'année dernière, on était à l'étape 1. Je vous avais dit à ce moment-là, je pense que ça peut prendre, 1 an ou 2, si on se base sur le passé, hein, le même genre de crises qui se sont déroulées. Et là, on voit qu'on arrive déjà avec, on est vraiment dans l'étape 2, mais avec des éléments de l'étape 3 qui commencent à apparaître. Donc c'est vraiment pas bon. Un des éléments donc principaux que je voulais vous mentionner par rapport à l'évolution, c'est qu'en fait, on est en train de passer à un moment donné où, bon, il y avait beaucoup de fonds qui ne remettaient pas tout l'argent qui était demandé par les investisseurs, mais comme globalement, il y avait toujours de l'argent qui arrivait. Donc ils arrivaient indirectement quand même à rembourser une petite partie parce qu'il y avait quand même des liquidités. Là, il semble y avoir un problème de liquidité qui ne veut plus rentrer dans ce secteur-là. Et donc, quand on veut, il y a de l'argent qui veut sortir et qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, ça peut poser des gros problèmes. Donc ça, c'est évidemment un élément à surveiller. Un autre que j'ai vu, c'est que en fait, il y a d'autres actifs qui commencent à être affectés. Et donc, c'est plus juste du crédit privé, mais aussi du private equity, là, le capital à risque qui est dans qui normalement n'est pas affecté par ça, mais qui commence à l'être indirectement, parce que les gens regardent bah, l'ensemble de tout ce qui pourrait être affecté par ça et de l'effet domino. Une autre chose aussi, c'est que ça a commencé par les investisseurs particuliers qui commençaient à demander récupérer leur argent là-dedans. Maintenant, on commence à voir aussi des institutionnels, incluant des fonds de pension. Entre autres, j'ai vu un fonds de pension suisse qui voulait retirer son argent. Et on a aussi euh, un autre truc qui est important d'ailleurs, vous voyez le graphique ici, on a eu un des premiers qui rapportait pour le deuxième trimestre, et vous voyez que c'est en augmentation constante, hein, quand on passe du vert au orange au bleu et ici au rouge. En fait, on voit que tous les fonds ici, tout le monde veut récupérer son argent, donc c'est vraiment pas bon signe. Mais celui dont je voulais vous parler, c'était... ah oui, ça aussi, vous voyez déjà, les deuxième trimestre aussi, on voit une grosse augmentation par rapport au premier, qui avait déjà une augmentation par rapport à la fin de 2025. Voilà, un des éléments que je voulais vous montrer, c'est ça en fait, c'est que maintenant, il y a beaucoup de fonds qui disent activement: «Ne vous inquiétez pas, vous pouvez investir dans nos fonds de crédit privé, de private equity», parce que nous, on a peu ou pas de logiciels, d'intelligence artificielle, tout ça, de tout ce qui est considéré maintenant à risque. Alors ça vous montre aussi le shift qui s'est opéré, le changement de tendance par rapport à ce qu'il y avait avant de la valeur pour que quelqu'un veuille investir et qui maintenant n'est plus le cas. Une autre chose qui est ressortie aussi récemment justement, c'est que l'exposition au crédit privé est beaucoup plus élevée que ce qui était attendu au début. Donc vous voyez ici, dans ce graphique, la partie bleue claire, c'est la partie qui était rapportée au début, qui était l'exposition à tout ce qui est le logiciel et la technologie qui est vue comme un risque. Et en fait, on voit qu'à droite, c'est ce qui a été trouvé par le Wall Street Journal, qui dans certains cas, comme Blue Hole, en fait, ça a quasiment doublé l'exposition. Pour d'autres, ça l'a augmenté un petit peu, mais c'est juste le fait qu'on demande l'exposition à certains fonds et qu'on réalise en creusant en fait que c'est pire que ça, et ça pourrait être bien pire en plus que ça s'ils ont réussi à en cacher une partie. Alors il faut quand même, voilà, faire attention à ce qu'on trouve. Et donc voilà, je vais continuer à surveiller ça. Il y a toutes sortes de choses ici que je surveille régulièrement avec des sources et des chaînes qui sont un peu plus poussées et techniques dans ce domaine. Mais voilà, c'est pour vous dire, il n'y a pas encore de panique, mais ça avance quand même progressivement vers ce qui pourrait déclencher une panique ou participer à la panique. Donc c'est pour ça qu'il faut être au courant de ce qui se passe. Alors maintenant, je vais vous parler et vous montrer rapidement des indicateurs justement qui indiquent une certaine fragilité pour la bourse, particulièrement pour cette fin de trimestre. Donc il y a des indicateurs qui sont vraiment importants à suivre, d'autres qui peuvent vous donner une petite idée quand même de ce qui se passe en arrière et de la fragilité qui est un peu cachée par les chiffres si on regarde juste le plus haut historique ou juste de loin sans voir qu'il y a très peu d'actions qui tirent tout ça. Alors je voulais commencer par vous montrer ces graphiques de Bank of America qui montrent en fait
comment se comporte globalement le marché. Est-ce qu'on est plus dans l'euphorie ou dans la panique et ce serait un moment d'acheter ou de vendre, avec des indicateurs en fait qui nous montrent un petit peu la dernière fois qu'on était à des niveaux importants, quand est-ce que c'était. Donc celui à gauche, vous voyez ici en blanc, c'était celui du 22 mai. Et donc, vous voyez, on commençait à rentrer dans la zone de vente ici avec le chiffre de 8 sur 10. Et donc, pour vous mettre en contexte, en février 2020, on était à 9,6 et pareil en février 2026, donc il y a pas longtemps. Donc, et vous vous rappelez ce qui s'est passé juste après, ça a vraiment commencé à chuter rapidement. Et regardez maintenant où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est à 9,2, donc ça c'était à un moment donné cette semaine, je ne me rappelle plus quelle journée exacte, mais vous voyez que on commence vraiment à s'approcher des extrêmes qu'on a vus avant des gros cracks. Et que quand on pense au crack de 2020, bah, voilà, c'était un énorme crack qui a été sauvé par l'impression monétaire, hein, et l'action du gouvernement aussi pour rassurer les marchés. Quand on pense à février 2026, s'il n'y avait pas eu cette euphorie de marché qui a été en grande partie basée sur des histoires de oui, l'accord est juste à quelques heures d'être signé avec l'Iran toutes les 2 semaines, ça nous rappelle quelque chose, hein, juste un 2 semaines de plus, un 2 semaines de plus. Voilà. Donc, et des choses mécaniques qui ont aussi poussé les actions dans certains domaines beaucoup plus haut qu'ils auraient dû. Donc voilà, on est quand même dans un moment où le risque est particulièrement élevé. Vous avez aussi ici un tableau assez récent qui montre différents indicateurs. Si vous voulez, vous pourrez mettre pause pour regarder. Mais en gros, on a beaucoup en ce moment au mois de mai qui a été terminé, justement de petits checks pour dire que bah, c'est les signaux d'alarme qu'on voit dans le passé. Et comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'énormes signaux, hein. En février 2020, on en avait juste 5 et pourtant ça a déclenché un énorme crash très rapide. Et donc voilà, c'est quelque chose quand même à surveiller. Il y a d'autres éléments aussi comme celui-là qui nous montre que quand l'indice du SP500 monte en fait de 16% sur avril et mai, bah, dans le passé, c'est seulement arrivé après des gros cracks, sauf en 1987 où c'était juste avant le gros crack. Alors voilà, c'est un autre élément. On voit aussi, bon, il y a plein de choses qui nous montrent que, regardez le niveau de cash, là, on est au niveau du plus bas de 2020 pour les particuliers ont, euh, qui ont quasiment plus de fonds disponibles, qui sont en train d'utiliser le levier au maximum. Regardez, on est plus haut que la crise financière, que la bulle de l'an 2000, etc. Donc il y a vraiment plein d'éléments qui nous disent faites attention. Et on arrive en fin de trimestre et fin de mois. Donc pour ceux à qui j'en ai déjà parlé, c'est un moment où il faut faire très attention parce que pour tous ceux qui ont été des gros gagnants. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a par exemple un portefeuille 60-40 pour simplifier, bah, si la partie 60 a énormément monté, par exemple s'il investit dans tout ce qui a beaucoup monté dans les derniers mois, le semi-conducteur, etc., bah, un portefeuille normal va vendre une grosse partie de ses gagnants pour aller acheter la partie perdante pour rééquilibrer. Et donc, pensez à tout le monde qui fait ça, tout le monde qui est forcé de faire ça, particulièrement les grands fonds. Et c'est là que dans les derniers jours, on a vu vraiment, il y a des énormes montants qui devraient être vendus de tous ces gagnants-là. Et donc, si vous avez des positions dans les grands gagnants des 2-3 derniers mois, faites attention, à moins que vous ayez des convictions très, très longues et que ça ne vous dérange pas de potentiellement avoir une grosse baisse. La seule chose à savoir, c'est que quand il y a une grosse baisse en bourse, c'est un petit peu comme quand un État commence une guerre. On ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas si ça va se passer comme prévu. Et souvent, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu. C'est pas aussi bien qu'on pensait. Donc, bien qu'en théorie, ça pourrait être juste une petite baisse avant de repartir, c'est tout à fait possible que ce soit une baisse qui, en fait, enchaîne beaucoup de mécaniques qui font l'inverse de ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois. Et donc, au lieu d'avoir des momentum acheteurs qui font qu'il y a plus d'acheteurs et des gamma squeeze et toutes sortes de choses techniques dont je vous ai parlé, ça pourrait être l'inverse, en fait, où il y a plein de choses qui déclenchent des appels de marge, qui déclenchent d'autres ventes forcées, etc. Et ça pourrait affecter beaucoup d'actifs, pas seulement ces actifs-là, comme par exemple, on a vu avec l'or, l'argent et toutes sortes d'autres choses, qui ont beaucoup été affectés par des appels de marge et d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le fondamental de l'actif en lui-même. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête. Pour ceux aussi qui suivent les CTA, donc tout ce qui est les ordres automatiques des algorithmes, en fait, c'est important de le regarder pour avoir une idée en fait de peu importe la condition, est-ce que ça va être une force qui pourrait potentiellement amener quelque chose au marché ou retirer quelque chose au marché. Et comme vous voyez ici, le point de départ, on voit que peu importe la situation, donc en couleur ici, on a différentes situations, et ben dans le meilleur des cas, c'est plus ou moins à l'équilibre, donc il n'y aura pas vraiment d'achat, mais que si le marché vend, eux, ils sont prêts à vendre pas mal, et c'est une vente indiscriminée. Ils ne se posent même pas de questions. Ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, c'est juste si le marché monte et que dans ce cas-là, ça monterait peut-être un tout petit peu ou ça resterait plat. Si le marché baisse en orange ici,
de un écart type, ben, on voit déjà qu'il y aurait une vente importante. Et si on a une grosse baisse dans le marché, ce qui est tout à fait possible, à ce moment-là, vous voyez qu'on a une énorme baisse ici qui se compterait probablement à 40 à 50 milliards de dollars. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Parce que sinon, on peut être surpris quand on n'est pas au courant de toutes ces forces qui arrivent et que justement, une fin de mois, une fin de trimestre et une fin de période euphorique, comme ça peut créer beaucoup de vagues sur les marchés. Ah bon, ça, c'est juste un autre graphique qui vous montre à quel point, en fait, quand je vous disais que les investisseurs particuliers ont plus beaucoup de cash, ben, regardez le niveau où on se trouve aujourd'hui. C'est le niveau où on était au pic en 2021, au pic en 2020, au pic en 2018, au pic de l'an 2000 et au pic en 1998 avant première baisse qui n'a pas été le top, mais qui a quand même été un moment important, suivi d'une grosse baisse. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, on a vraiment beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est un moment où il faut faire attention. Ensuite, il y a aussi des indicateurs dont je vous ai parlé dans le passé. Ici, c'est les fameux indicateurs Hindenburg, on voit le Nasdaq, et bon, c'est difficile à voir en bas, mais en gros, dans cette boîte rouge ici qui a été encerclée, et la ligne rouge, on voit que à chaque fois que le niveau a été tapé, le niveau actuel, en fait, eh ben, c'était un pic de marché, donc en 2007, en 2015, en 2018, en 2020, en 2021, en 2025, et là, on vient encore de le frapper, on l'avait frappé aussi ici avant le début de la baisse. Alors voilà, c'est le genre d'indicateur qui nous dit que, voilà, si vous regardez juste le chiffre en haut ou le chiffre global, ça a l'air de bien aller, on est quasiment au plus haut, etc. Si vous regardez l'intérieur, c'est très fragile en dessous, c'est tiré par une poignée d'actions qui sont potentiellement à bout de souffle, et donc il faut faire attention. Alors maintenant, l'indicateur très important dont je vous ai parlé dans l'introduction, c'était cette force de la bourse depuis des années qui pourrait s'inverser. Et cette force-là, en fait, je pense, c'est bien résumé par ce graphique. On voit en fait que depuis ici, qui est à peu près 2002-2003, en fait, les barres sont négatives. Et ça veut dire qu'il y avait de moins en moins d'actions en bourse. Donc vous avez de plus en plus de personnes, de plus en plus d'argent, de moins en moins d'actions. Mécaniquement, le prix doit monter. Et un exemple que je donne souvent à personnes à qui je parle, particulièrement à mes clients, un client, c'est Apple. Apple, et je suis content d'avoir trouvé ce graphique parce que ça l'illustre très bien. On voit vraiment que, regardez le prix d'Apple, à quel point il a commencé à décoller ici, je pense que c'est 2012-2013, voilà, en noir, à partir du moment où ils ont commencé à racheter massivement leurs actions. Donc vous voyez, cette hausse de la bourse, ici pour Apple, ne s'est pas fait parce qu'ils avaient vraiment une meilleure valeur, une meilleure organisation, des meilleurs revenus, des meilleures ventes. Oui, ça a contribué. Mais la force principale derrière, c'est juste le fait que, comme je l'ai dit, plus de personnes, plus d'argent, moins d'actions, c'est mathématique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu pour beaucoup des gros joueurs, particulièrement en tech. Et ça, c'est un graphique pour vous montrer qu'en fait, ils ont moins en moins d'argent pour pouvoir racheter leurs actions. Et donc, c'est pour ça qu'ils se trouvent un petit peu dans une situation où, regardez, vous avez deux graphiques ici pour Google, un qui montre justement leur rachat d'actions, et là, boum, ils peuvent plus en racheter, et même ils vont en émettre dans le marché. Donc, vous voyez à quel point on voit visuellement qu'il y a un gros changement. Et un autre, voilà, qui vous montre la même chose pour Google. Regardez, depuis 1998, le nombre de fois ils sont allés émettre des actions dans le marché pour aller chercher de la dette publique. Et regardez, il y en a eu un petit peu ici en 2004-2005 et massif ici. Ce qui sont aussi là un peu la fin de cycle parce que c'est comme les IPO. Quand les entreprises vont aller chercher de la liquidité parce qu'ils sentent qu'on arrive peut-être en fin de cycle et de bulle, c'est pas bon signe du tout. Et donc voilà, vous avez plusieurs indicateurs. Donc celui-là, il était en annuel, il me semble, quelque chose comme ça. Celui-là, on voit un peu plus de détails. Donc c'est avec des trimestres qui sont annualisés. Donc on voit que c'est pas la première fois que ça monte en positif, mais que quand même c'est assez rare et que c'est la première fois depuis 2021, quand il y avait eu le top ici, que c'est repassé positif. Et une des raisons pour lesquelles ça passe positif, c'est pas juste la fin des rachats d'actions par ces entreprises, c'est aussi qu'il y a énormément d'actions qui sont émises par ces IPO, incluant SpaceX la semaine dernière. Vous voyez un autre graphique qui vous montre l'accélération 2025-2026 jusqu'à maintenant de tout ce qui est émis par les entreprises en tech et en intelligence artificielle. Et puis, c'est drôle de voir que même Nvidia, apparemment, qui nous dit qu'il y a la demande illimitée, qu'il y a énorme revenus, des marges de profit exceptionnelles, qui ne devraient avoir aucun problème pour aller chercher de l'argent sur les marchés privés, eux aussi vont chercher sur les marchés publics. Donc il y a des choses qui sont un petit peu étonnantes par rapport à tout ça. Et ça fait partie des choses à surveiller parce que, mine de rien, on sent qu'on arrive en fin potentiellement de bulle. Et ça, c'est un élément sur lequel je suis en train de peut-être changer d'avis. Au début, j'avais pensé qu'il y avait encore pas mal de temps, que le top serait probablement de la bulle financière reliée à tout ça vers 2028. Mais là, je suis en train de me dire que, en fait, on s'en approche peut-être pour cette année et que justement,
si on se rend jusqu'aux IPO de OpenAI et de Anthropic et de d'autres dans le domaine, ce sera potentiellement le marqueur de top, hein. Quand on regarde les bulles dans le passé, souvent il y a eu plusieurs IPO en chemin, mais il y a eu souvent des IPO très importantes juste avant que ça se retourne, juste avant que ça s'effondre. On voit des choses quand même folles, comme ici je vous montre SanDisk. Alors regardez, pour ceux qui connaissent le RSI, c'est un indicateur de momentum. Là, on est en mensuel, et d'après ce que j'ai compris, là, ce chiffre de 99,13 sur 100 est un chiffre de jamais vu en termes de quelque chose suracheté sur une base mensuelle. Donc ça vous montre à quel point vraiment c'est de la folie pure. Ici, on a un autre graphique qui nous montre au niveau des semi-conducteurs, donc le TF SOX. Et donc, ils font une moyenne des retours sur 14 mois. Et en fait, on voit qu'en ce moment, on est au même niveau qu'au pic de la bulle de l'an 2000, à 233%. Alors, c'est voilà, des choses qui font réfléchir. Et ici aussi, au niveau graphique, on voit à quel point, si on compare encore une fois l'indice des semi-conducteurs, donc à gauche, vous avez la montée actuelle. À droite, vous avez la bulle de l'an 2000 avec une structure très similaire avec les vagues en 5 et la partie verticale. Ici aussi, vous avez, pour ceux qui connaissent Jesse Livermore, la recherche qu'il a fait justement sur ces bulles et ce mouvement qui se fait souvent vertical à la fin. Et donc, tout semble indiquer qu'on n'est pas forcément exactement au top. Comme je vous ai dit, ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais voilà, on sent qu'on s'approche du top et que c'est pour ça que si on veut rester investi dans ce domaine-là, c'est quand même important de gérer son portefeuille, gérer ses attentes et gérer le risque, parce que sinon, ça peut être vraiment des grosses déceptions, des décennies perdues et des retraites qui sont à reconsidérer, etc. Au niveau un peu fondamental, hein, en général, je parle pas énormément de fondamental parce que, voilà, on n'a pas toujours toute l'information, et cetera, mais c'est quand même intéressant de voir, l'évolution dans les derniers mois, hein. On est passé des entreprises, qui chargeaient un prix par utilisateur à charger un prix par token. On a vu une explosion de la demande, sur tout ce qui était, par exemple, Claude, le codage, et cetera, et on voit quand même que c'est vraiment une tendance qui est en train de s'essouffler. Donc j'ai trouvé que ce graphique représentait bien la situation. Donc on voit ici depuis le début de l'année, on a eu une grosse montée, une première baisse, une deuxième grosse montée pendant laquelle justement c'était la bourse qui partait en mode euphorique sur particulièrement les semi-conducteurs. Et on voit quand même qu'ici, depuis voilà, fin mai, début juin, bah, non seulement la tendance d'augmentation s'est arrêtée net, mais elle est vraiment descendue quasiment non-stop. Il y a eu un petit pic ici, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a une grosse baisse au niveau du prix des tokens, donc c'est indicatif. Et pareil pour ceux qui veulent louer les GPU, donc je sais que c'est relié, mais c'est une autre façon d'illustrer les choses. Voilà, on voit à quel point c'est monté extrêmement rapidement, ça a quasiment doublé entre avril ici et la mi-mai, et vous voyez que depuis, bah, ça commence à être le genre d'action qu'on voit en fait quand une bulle s'effondre. Ça ne s'effondre pas en général d'un coup, on a un peu un mouvement comme ça, et après ça s'effondre d'un coup, si vous voulez aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Et le jour de l'IPO de SpaceX, il y a eu OpenAI qui en gros a dit qu'il voulait faire une guerre de prix, alors même que ça va pas bien au niveau financier, hein, ils n'arrivent pas à rentabiliser ceux qui offrent les services à intelligence artificielle, c'était très subventionné, et donc là ils voulaient arrêter de subventionner et charger le vrai coût, et donc il y a eu des gros problèmes avec ça. On voit les entreprises qui ont, dans ce domaine-là, qui ont de moins en moins de cash flow, ça commence à être problématique, et on voit OpenAI qui est prêt à faire une guerre de prix qui va en gros pénaliser tout le monde, et ça arrive en même temps que la compétition chinoise commence vraiment à s'accélérer, et qu'on voit même des grosses entreprises américaines, je sais plus si c'est Amazon ou Microsoft, mais il y en a un des deux, vous pouvez me dire dans les commentaires, qui est passé, donc qui a abandonné un petit peu OpenAI et Claude, et qui est passé sur des intelligences artificielles chinoises, parce que ça coûtait beaucoup moins cher et que c'était à peu près le même résultat. Donc vous voyez à quel point on sent qu'on arrive quand même à un moment important de bascule, parce que il n'y a plus grand-chose comme pilier qui peut tenir ça ensemble. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais je parle de la bulle financière autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, quelque chose à garder en tête pour la suite. Alors maintenant, si ça vous intéresse, l'or, l'argent et Bitcoin, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vous avais donc rappelé, pour le contexte, quelques jours avant le crash de janvier, j'avais fait une vidéo pour vous prévenir qu'on arrivait vraiment au top de l'euphorie, selon moi, et qu'il y avait un gros crack qui arrivait. Ça ne s'est pas fait attendre, hein. Dans les jours qui ont suivi, on a eu ce gros crack historique. Et c'est une anomalie statistique aussi en termes de ce qui pouvait arriver. Et donc, je vous avais dit à ce moment-là que je pensais qu'il y allait avoir plusieurs mois en fait où il va falloir attendre, parce que après un dégât technique comme ça et le psychologique qui va avec pour les investisseurs, etc., ça risquait de prendre du temps avant que ça devienne intéressant. Et donc, j'allais peut-être rentrer progressivement à certains points que je trouve intéressants, mais que je vous donnerais vraiment le signal où c'est pas une garantie. C'est pas une recommandation, c'est pas un conseil d'investissement. C'est juste, je vous partage qu'en ce moment,
Contrairement au signal de vente que j'avais donné, parce que pour moi, le risque ne valait pas la chandelle, là, je trouve qu'on se rapproche d'un niveau où, pour moi, le risque en vaut vraiment la chandelle, parce qu'il y a, pour moi, très peu de potentiel de baisse. Par exemple, pour l'or, je vous avais dit dès le début que, au pire, on allait se retrouver à 3500 l'once, dollar US, et en ce moment, on arrive à se stabiliser autour de 4000 et quelques. Donc voilà, on est proche du prix plancher pour moi, mais il y a aussi énormément d'indicateurs qui me disent que, voilà, tout le monde est dégoûté, que plus personne ne veut investir là-dedans, et que pour moi, je trouve que ça fait partie des critères que je recherche quand plus personne n'est intéressé par un actif, et que pour moi, les fondamentaux n'ont pas changé derrière, ma vision long terme n'a pas changé derrière, et que je vois beaucoup d'indicateurs qui vont dans le même sens, hein, je me base jamais sur un seul indicateur. Alors voilà, je me dis que ça vaut le coup. Et donc, un des premiers indicateurs que je voulais partager, donc je l'ai vu la semaine dernière, mais j'attendais d'en avoir plusieurs, c'est ce qui s'appelle c'est quoi? Gold Miner Bullish Percent Index. Alors, c'est un indicateur qui montre à quel point les gens vont être haussiers sur les mineurs d'or, entre autres. Et donc, apparemment, pour la première fois de son histoire, il est tombé à 0, qui est vraiment une capitulation totale. D'ailleurs, si vous suivez l'ETF GDX ou d'autres, vous l'avez probablement vu ou observé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour ce graphique très technique, je vais vous le simplifier. En gros, le bleu clair un petit peu ici, ça montre qu'il y a énormément de gens qui recherchent en fait d'aller chercher des assurances catastrophes et qui sont prêts à payer le prix sur l'ETF GLD, donc pour l'or, alors qu'ils sont très peu à aller chercher vraiment une potentielle de hausse et il n'y a quasiment pas de spéculation en fait sur l'or. Donc c'est un autre signe très positif. Ici aussi, c'est encore plus récent, mais pour vous montrer à quel point, en fait, la plupart des gens parient à la baisse justement sur l'or, enfin, ou ont des positions d'or et veulent se protéger en achetant des assurances. Et ce niveau de protection est un plus haut depuis 10 ans. Donc en fait, la dernière fois qu'on avait des niveaux comme ça, c'était vraiment en 2017. Donc c'est quand même intéressant. Et un élément surprenant, mais pas tant que ça. Je vous avais parlé aussi dans d'autres vidéos que c'était possible qu'à un moment donné, le gouvernement américain réévalue les réserves d'or qu'ils ont pour pouvoir potentiellement se donner un petit boost, pour pouvoir potentiellement attirer de l'or de différents pays et récupérer de l'or physique, parce que on sait tous qu'il n'y a pas forcément l'or dans les réserves de Fort Knox dont on nous a parlé. Hein, dès que Trump est rentré en fonction, il avait dit qu'il avait fait un audit de Fort Knox. Finalement, c'est jamais arrivé. Et alors, ce qui est très intéressant, je vous avais parlé aussi dans d'autres vidéos qu'il y avait certaines personnes qui pariaient comme si l'or pouvait monter à 20 000 d'ici la fin de l'année. 20 000 qui était aussi le niveau, avant même que les gens en parlent, que je voyais comme cible dans un futur relativement proche, au plus tard d'ici 2030. Et ben, on voit que la Réserve fédérale américaine, et je suis allé vérifier sur le site web exact juste avant de faire cette vidéo, vous pouvez même aller le voir vous-même, a mis des pièces d'or et des pièces d'argent qui seraient en vente à partir du 16 juillet 2026, qui nous donnent une valeur de l'or qui serait autour de 20 000 $, et de l'argent qui serait autour de 1500, parce qu'ici on a une pièce d'une demi-once pour 750. Donc c'est quand même très intéressant de voir que la réserve, la Mint, c'est l'organisme du gouvernement américain qui fait les pièces officielles, est en train de nous dire que potentiellement il y aurait ces pièces spéciales d'or et d'argent qui pourraient être achetées et qui mettraient plus ou moins une valeur de l'or à 20 000 $ et de l'argent à 1500. Je sais qu'il y a une valeur spéciale aussi qui va là-dedans, avec c'est des pièces commémoratives, blablabla, mais ça remplace pas le fait que de mettre ce prix-là, c'est quand même intéressant, et j'ai pas vu beaucoup de gens qui parlaient de ça, donc c'est quelque chose potentiellement à garder sur votre radar si ça vous intéresse. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de Bitcoin. Alors Bitcoin, j'ai pas le graphique ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je vois aussi énormément de signes de capitulation. De signes aussi après la dernière cascade de potentiellement ce qu'on appelle un double bottom, donc c'est quand on arrive 2 fois au même niveau et qu'on sent qu'il y a potentiellement plus de vendeurs, tous les gens ont vendu, tous les gens qui étaient dans la panique, particulièrement ce qui s'est passé avec MicroStrategy, qui a beaucoup baissé aussi, ont probablement vendu. Il y a eu énormément de gros cycles de vente dans les 6 derniers mois, enfin même dans les 9 derniers mois, mais globalement, j'ai beaucoup d'indicateurs qui m'indiquent que on est potentiellement aussi pas loin d'une capitulation. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est le plus bas, je dis juste que pour moi, il y a vraiment c'est un risque qui en vaut la chandelle, parce que la récompense est potentiellement beaucoup plus grande que le risque. Le prix plancher de 50 000 est encore là dans le pire des scénarios pour moi, particulièrement s'il y a un crack qui affecte tout, hein, comme on a vu récemment, des fois quand il y a ces fameux appels de marge, où il y a tellement de leviers de spéculation dans le marché qu'on voit de plus en plus ces journées en fait où quasiment tous les actifs baissent. Donc ça peut arriver, mais voilà, je sens qu'on arrive pour ces 3 actifs, l'or, l'argent et Bitcoin, à un niveau où ça devient très intéressant, et je parle pas vraiment de très court terme là. Je parle de, si on le compare à dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an,
Je pense qu'il y a très peu de chances qu'on soit plus bas qu'aujourd'hui et qu'il y a même des chances qu'on soit potentiellement beaucoup plus haut. Donc on verra bien. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Et puis pour terminer dans cette partie un peu, tout ce qui est que les banques centrales ne peuvent pas imprimer, hein, on va parler de l'énergie et particulièrement du pétrole. Alors le pétrole, bon, encore une fois, hein, on nous fait le coup de nous faire croire qu'il y a un accord de paix qui est toujours sur le point d'être signé. À chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. Et le dernier, qui même apparemment a été signé électroniquement, ça n'a même pas pris 24 heures. Déjà, il a été devancé à cause de la réaction des marchés, probablement, hein, qui ont mal réagi à la Banque centrale américaine. Donc, pour aider les marchés le jour de l'expiration d'énormément de contrats, il y a eu cette bonne nouvelle, entre guillemets. Mais voilà, le lendemain, c'était déjà cassé. Et même si certains se réjouissaient d'une dizaine de bateaux qui auraient apparemment traversé pendant cette courte période d'accalmie, je voulais vous montrer ce graphique pour vous montrer que quand même, avant que le conflit commence, on était autour de 100 ou plus bateaux qui traversaient chaque jour. Donc même si on passe à 10 ou 12 bateaux, c'est rien du tout. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a énormément de bateaux, même si c'était vraiment ouvert demain matin, s'ils n'ont pas l'assurance pour naviguer, ils ne vont pas naviguer. Donc il y a toutes sortes d'autres problèmes aussi qui peuvent rentrer en jeu par rapport à cette situation. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier les réserves stratégiques américaines et européennes et de d'autres qui ont été utilisées pour temporairement faire comme si la situation n'est pas si grave que ça au niveau du pétrole. Donc voilà, là je vous montre le niveau qu'il y a dans la réserve stratégique américaine. Et vous voyez, c'est un plus bas quand même depuis 2014. C'est un plus bas sur lesquels plusieurs fois il y a eu un gros rebond. Sauf qu'on est dans une situation où ça risque d'être plus l'inverse si vraiment la situation s'améliore. Tout le monde voudra faire des réserves parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans les derniers mois. Donc voilà, ça sent pas bon non plus pour ça. Et donc c'est pour ça que je reste aussi haussier sur l'énergie et sur le pétrole particulièrement, malgré la baisse récente des derniers jours. Parce qu'encore une fois, comme l'or, l'argent, Bitcoin, etc., je les vois avec un potentiel de hausse. Pour moi, les raisons fondamentales n'ont pas changé. C'est juste que ça devient un moment plus intéressant après les grosses baisses qu'ils ont tous les quatre eues dans les derniers mois. Et donc je vais vous partager cet élément que je vois pour moi. Si vous voulez avoir plus de détails sur le contenu, vous pourrez aller voir, je le rajouterai sur mon blog, avec la plupart des choses visuelles que j'ai mis. Je mettrai les liens quand je peux. Si vous voulez recevoir aussi des alertes par email, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire dans la liste de distribution. Alors je mets le code QR à l'écran et je vous mettrai le lien dans la description, hein. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, ça me fera plaisir de vous y répondre. Et puis vous pouvez partager aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Alors à la prochaine.